C'est la première fois que je viens à Sarlat pour une conférence. J'étais déjà passée il y a quelques années. Je suis très impressionnée quand j'arrive ici parce que votre ville est une mémoire pratiquement qui dit tellement de choses que peut-être que vous n'êtes plus habitué, mais moi quand j'arrive, il faut que je reprenne ma respiration et que j'écoute tout ce que disent ces maisons. Donc, venir parler pour la dernière, c'est ma dernière avant les vacances, dernière conférence. Venir parler de l'au-delà, c'est jamais chose facile. Car, évidemment, beaucoup de gens essaient de le faire et le font quelquefois de façon maladroite ou de façon inappropriée. On ne trouve pas forcément les bons mots ou alors on trouve des mots qui ne sont plus valables. Plus valables, pourquoi? Parce que l'au-delà évolue sans arrêt. Ce qui était bon autrefois n'est plus bon aujourd'hui. Le monde change, vous l'avez vu, le temps change, tout change, le vocabulaire change. Et ce qu'on disait au XIXe siècle ou au XVIIIe siècle sur les fantômes et les esprits n'est plus tellement valable aujourd'hui. Ils sont comme nous, les esprits, ils évoluent. Les dimensions de l'autre côté évoluent. Aussi vite que nous, puisque nous sommes toujours connectés, toujours reliés. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Pour commencer, j'avais envie de vous parler du monde qui ne va pas. Ben oui, le monde qui ne va pas, c'est celui dans lequel on vit, c'est celui qui nous fait un peu souffrir, c'est celui du changement, ce changement dont on parle depuis des années. En 2012, on parlait déjà du changement. Le voilà, on est dedans, on est dans les prémices de ce changement. Alors quand on dit changement, on a l'impression, vous savez, que souvent on dit bah tiens, je vais changer, c'est comme changer de tenue, changer de robe, changer de t-shirt. Mais non, c'est pas ça un changement. Un changement, c'est une transformation profonde qui va s'élaborer pendant des années pour qu'un monde s'adapte à de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. Bah oui, c'est comme ça. Vous voyez, même le mot vibration a quelque chose d'un peu ésotérique, d'un peu dérangeant. On va dire de nouvelles émissions. Cette bonne vieille terre sur laquelle on vit, sur laquelle on a choisi de vivre un jour, de venir ou de revenir, ça on ne le sait pas. Cette bonne vieille terre évolue elle aussi et change. Le climat est en train de changer, et quand le climat change, ce n'est pas seulement une question de météo. Ce n'est pas simplement une question de pluie plus abondante ou de sécheresse plus abondante. Le climat, c'est une question aussi d'énergie qui change. Notre bonne vieille Terre est en train de vivre la fin d'un cycle. Ce cycle a commencé il y a à peu près 780 000 ans. Il se termine. D'autres avant nous l'ont vécu. Il y avait déjà des humains. Ils ont survécu. Donc on sait qu'on va survivre. Mais c'est difficile, puisque cette bonne vieille Terre est en train de changer de vibration. Elle est en train d'émettre une force plus importante que celle qu'elle a émise jusqu'à présent. C'est pas moi qui le dis, hein. Je ne suis pas un prophète. Non, c'est pas moi. C'est un monsieur physicien allemand qui a trouvé ça il y a, on va dire, 60 ans, 70 ans. Il s'est dit, tiens, c'est bizarre, notre Terre est en train de changer de fréquence hertzienne. Cette fréquence hertzienne est en train d'augmenter, sans cesse plus. Les champs magnétiques sont en train de se fragiliser, de se raréfier. Ils s'écartent. Nous sommes en train de capter des choses qu'on n'avait jamais captées. Et puis surtout la conséquence qu'a trouvé ce physicien qui s'appelait Winfried Otto Schumann, c'est que le temps s'accélère. Mais ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une invention. D'ailleurs aujourd'hui j'en parle avec pas mal de physiciens et autres scientifiques qui me disent oui c'est vrai, le temps s'accélère. Mais comment c'est possible? Le temps c'est une chose qu'on a créée. Si je parle du temps ce soir, c'est pas parce que j'ai envie de vous faire un cours sur le temps ou sur la physique ou la physique quantique, c'est parce que c'est indispensable et c'est extrêmement lié à l'au-delà, le temps. Le temps s'accélère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une
journée de 24 heures, que nous avons définie comme telle, hein. La journée de 24 heures, c'est l'homme qui l'a inventée. Eh bien, ce temps, cette durée, cette densité de temps, n'est plus que de 16 heures. Ben oui, 24 heures toujours, mais 16 heures en réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on court. On n'arrive plus à faire ce qu'on faisait avant. On se dit, mais je ne comprends pas. Auparavant, j'arrivais à faire ça dans mes journées, mais ça, j'arrive plus à le faire. Mais comment ça se fait? Alors, on va vous dire, non, c'est parce que vous avez beaucoup plus d'activités, vous êtes beaucoup plus pris, il y a beaucoup plus de sollicitations. C'est vrai qu'il y a des sollicitations. Seulement, le temps a changé. On n'arrive plus à caser dans nos journées ce qu'on casait dans ces mêmes journées il y a même 30 ans. Qu'est-ce qui se passe alors? On court. On nous demande de courir. Parce que les entreprises, parce que le monde, parce que notre vie a tout défini sur ce temps. Et il faut qu'il soit rentable. Alors on court et on n'arrive pas à le rattraper et on tombe. D'où la naissance de ces fameux burn-out. Les burn-out. Est-ce qu'on parlait de burn-out il y a 20 ans? Pas. On parlait de dépression? Est-ce qu'on parlait de bipolarité il y a 20 ans? Non. On parlait de maniaco-dépression. Maintenant, il y a des bipolaires et des gens qui font des burn-out. Comme si tout ça était passé un degré au-dessus, un cran au-dessus. Allez, c'est plus fort, on tombe. Burn-out, c'est tomber raide. Être dépourvu d'énergie. Psychiquement, physiquement, out. Parce qu'on a essayé de courir trop vite, derrière un temps qui, lui, va plus vite et qu'on ne rattrapera jamais. Je rencontre des gens qui font des burn-out. J'en ai au téléphone. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'écrire? Burn-out. Dans ma famille, il y en a eu aussi. Ce qui est intéressant avec le burn-out, pas reconnu comme maladie professionnelle d'ailleurs, on ne reconnaît pas les burn-out, c'est que quand les gens sortent de ce burn-out, c'est comme si ils avaient eu une autre information. Du genre, c'est pas une vie qui me convient, il faut que je change tout. Ce qui n'est pas forcément vrai dans la dépression. Et là, on se dit qu'il y a quelque chose d'un peu différent qui se passe avec cette société. De gens qui, d'un seul coup, vont au bout des choses et recommencent à zéro. Alors évidemment, pour l'instant, on est dans le tumulte, mais à travers ce tumulte, quelque chose est en train de se passer. À travers ce long tunnel noir, il y a une toute petite lumière au bout qui est en train de briller. On ne la voit pas forcément, mais elle est là. Elle est là. Et le but, c'est de tenir, c'est de s'adapter. On parle aussi de ces fameux symptômes qui nous touchent actuellement. Alors, je vous parlais évidemment des dépressions, de ces espèces de respiration, que nous avons ces oppressions, ces problèmes oculaires avec les yeux qui brûlent ou les yeux qui voient flou de plus en plus, les oreilles avec des acouphènes, des pressions dans les oreilles, et puis des tas et des tas de symptômes qui n'existaient pas auparavant et sur lesquels les médecins, les généralistes ne savent pas quoi dire. Qu'est-ce qui se passe chez tous les humains? Qu'est-ce qui se passe? Oui, chez tous les humains, parce que certains ne sont pas conscients de souffrir de ça, d'autres souffrent de ces symptômes depuis déjà 20 ans, d'autres commencent à en souffrir maintenant, et tout le monde, petit à petit, rattrape les copains. Et se sent mal. Alors on me dit, je ne suis pas bien dans ma peau, je ne sais pas, je suis bloquée, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas quoi, je ne peux pas vous dire quoi. On vient me dire, je ne sais pas vous dire quoi, mais je sais que ça ne va pas. Je ne suis plus en adéquation avec ce qui se passe, avec ce temps. Moi, j'ai découvert en 2008, j'ai eu beaucoup de communication à ce sujet. On m'a tout expliqué, on m'a expliqué que c'était un changement de temps, un changement d'air, en fin de compte, un changement de période. Ça ne va pas se passer tout de suite, il va falloir encore quelques années. Mais le but, c'est que nous nous adaptions, et nous allons nous adapter. Petit à petit, nous allons nous adapter. Jour après jour, mois après mois, nous nous adaptons, sans cesse plus. Si vous regardez sur Internet, il y a des tas de gens qui écrivent là-dessus et qui parlent d'ascension, des maîtres ascensionnés, qui mettent du bien et du mal là-dedans. Il n'en est rien. C'est juste une adaptation à un changement physique de la Terre. Mais cette adaptation-là, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'elle impacte notre ADN et qu'elle nous fait changer. C'est-à-dire qu'en changeant, on devient quelqu'un d'autre, mais on devient quelqu'un qui évolue, pas quelqu'un qui est
rétrograde. Alors vous allez me dire, c'est pas bon, puisqu'en ce moment, effectivement, il y a une telle violence, comment peut-on parler d'évolution? Terrorisme, violence, des choses qu'on n'avait jamais vues ni jamais lues, bah oui, des choses que les médias autrefois ne nous imposaient pas, vu qu'ils étaient moins développés déjà. Les médias, qui nous imposent et qui nous distillent leur angoisse, à petite dose, sans cesse. Apprendre à se tenir un tout petit peu à distance de tout ça. Regarder avec modération. Et puis, il y a effectivement toute cette violence. Qu'est-ce que c'est que cette violence qui arrive d'un seul coup avec ce changement, avec ces peurs, ces bas instincts qui se réveillent? Elles ne viennent pas de la planète Mars. Hein. Ils n'ont pas été inventés par d'autres extraterrestres, tous ces humains. Ce sont nos enfants, nos cousins, nos voisins. Nous récoltons aujourd'hui ce qui a été semé pendant des années. C'est comme si, au-dessus de notre tête, on avait accumulé des tas de pensées, des tas d'idéologies qui ont formé ce qu'on appelle des égrégores. C'est un langage un peu ésotérique, mais des égrégores qui sont comme des grands nuages, d'énormes nuages de pensées. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les changements et l'accélération du temps? Ces nuages sont en train de tomber en pluie sur notre tête. Nous récoltons ce que nous avons semé. Ça ne va pas durer. Nous sommes en passage. Mais il faut résister, car ce n'est pas marrant. Et nos réactions, évidemment, c'est de nous replier. On a peur, on se replie. C'est peut-être pas la bonne solution. Se protéger n'est pas se replier. Se protéger n'est pas se replier. C'est important. Le repli, c'est la mort. Celui qui se replie, celui qui s'enferme, celui qui refuse le monde, c'est comme s'il mourait. Quand je dis mort, ce n'est pas la mort telle que je la conçois avec l'au-delà, c'est la mort de l'âme. En revanche, se protéger et s'ouvrir, c'est tout à fait possible. Je parle de ça, mais vous êtes extrêmement nombreux sans doute à être venus ce soir parce que vous êtes sympa, parce que vous avez peut-être lu un bouquin, parce que vous avez certainement perdu quelqu'un dans votre vie, ou que vous avez une maladie, ou que voilà, vous avez certainement des bonnes raisons. Il y a toujours un déclencheur quand on s'intéresse à ces choses-là. Beaucoup de gens en rient, et puis quand ils sont affrontés, quand ils doivent affronter une épreuve comme la mort, comme l'inéluctable, comme la maladie, alors ils changent. Et d'un seul coup, ils font un chemin plus spirituel. C'est souvent le déclic. C'est un peu dommage d'attendre d'en être là pour avoir ce déclic. Je dis simplement qu'aujourd'hui, si on pouvait parler de toutes ces choses-là beaucoup plus naturellement, sans être taxé, sans devoir se cacher, ça ferait quand même beaucoup plus évoluer la société, enfin je trouve. Le problème, c'est que il y a toujours cette espèce de rationalité, cette espèce de politiquement correct qui fait qu'on ne peut pas toujours dire ces choses-là. On ne peut pas toujours aider ouvertement les gens sans être écarté, taxé ou devoir devenir une espèce de téméraire qui va affronter le monde des rationnels. Un scientifique m'a dit il y a quelques jours, un scientifique très important, m'a écrit un petit mot en me disant « Patricia Daré, j'ai lu vos bouquins, je suis à fond avec vous, je pense ce que vous pensez, mais vous comprendrez que je ne peux pas le dire. » Et je dis « Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas le dire ?» Et vous savez que ne pas pouvoir le dire, c'est le début de la souffrance. Parmi vous, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont eu des communications, des expériences paranormales, des sensations étranges, dont ils n'ont jamais pu parler, parce qu'à qui en parler, sans être pris pour une dingue, ou simplement sans faire peur à l'Assemblée, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ces choses-là, on n'est pas pris pour un fou, on fait peur, c'est très différent. Peur de la mort, mais vous vous rendez compte, on est pour mourir,
C'est comme s'il ne fallait pas en parler. Quand quelqu'un meurt à côté de nous, c'est comme si on disait au secours, il est mort, c'est injuste, mais il faut faire quelque chose. Ben, la mort existe, la mort est là depuis le début de l'humanité. Mais ça saurait si Néandertal était encore vivant quelque part, caché dans les grottes de Lascaux. Ça saurait. Et on découvre la mort comme une chose improbable. Moi, il y a des gens qui viennent me voir, qui me téléphonent en me disant « Patricia Daré, il faut que je vous parle. Vous savez, ma mère va mourir. Mais c'est dramatique. Faites quelque chose. » Quel âge a votre maman? 92 ans. Faites quelque chose. Ça en dit long sur notre incapacité, ici en Occident, à envisager la mort. Parce qu'on ne nous en parle jamais. Moi-même, quand j'étais enfant, on ne m'a jamais parlé de la mort. Je n'avais jamais vu un mort jusqu'à l'âge de 25 ans. J'ai jamais vu de mort. On m'a tout caché. Ma grand-mère, mon grand-père, j'ai jamais eu le droit de les voir. Il faut cacher les morts. Il ne faut pas parler de la mort, comme si ça n'existait pas. Ce qui fait que le jour où on est affronté à ça, où on est confronté à ça, je veux dire, c'est un drame affreux. On ne sait même pas comment faire, on vous dit, vous voulez voir le mort? Non, surtout pas, je ne veux pas le voir. Ah non, 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 je ne veux pas le voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? C'est une question qui me taraude en permanence devant la réaction que nous avons devant cette mort qui fait partie de nous depuis que nous naissons. Et voir les gens partir autour de nous, petit à petit, nous impose d'y réfléchir autrement. Mais quelquefois, c'est très long. Il y a même des gens qui voient leur famille mourir entièrement sans se poser la question de la mort, en refusant de se la poser. Et qui vont pratiquement mourir sans se poser la question de la mort. Mais pourquoi ce tabou? Pourquoi encore aujourd'hui ce tabou? C'est très étrange, cette volonté, et en France, nous sommes assez forts là-dessus, cette volonté d'être tellement rationnel que nous en devenons négationnistes absolus sur tout ce qui est de la mort. Et alors, quand je parle de l'après-vie, c'est autre chose. Car vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que ça, c'est une chose qui est absolument interdite. Et parler des morts, et parler de spiritisme, de parler des fantômes, c'est tabou, sauf dans les films américains, quand ils sont ensanglantés et qu'ils vous permettent de passer une petite soirée avec une pizza. La mort, c'est quelque chose qu'il va falloir aborder sérieusement et de façon, j'allais dire, plus rationnelle. Ça m'est arrivé en 95, vous connaissez l'histoire, brutalement. Brutalement. Je n'étais pas là-dedans. J'étais dans une vie extrêmement matérialiste, matérielle, un ego assez important. J'étais au cœur du bonheur puisque mon fils, le fils que je voulais, venait de naître. J'avais mon mari, on était heureux, j'avais tout ce que je voulais. Et voilà que cette nuit de septembre 95, cette voix me réveille, cette voix que j'entends sans cesse dans mon oreille pour me dire « Et maintenant, prends un stylo, papier, écris. » Et là, ça a basculé. Ça a basculé, je ne saurais jamais pourquoi. Je ne saurais jamais pourquoi. Mais je sais que tout a basculé. Car j'ai compris, effectivement, que tout ce que j'avais construit et défini dans ma petite vie, du fin fond de Montberry, pendant 38 ans, tout ça n'était plus valable. Tout allait changer, et tout a beaucoup changé. Accepter cette condition, sans religiosité, car à l'époque je ne suis pas religieuse, je suis une laïque, je suis quelqu'un plutôt, voilà, avec un caractère assez fort, je l'ai toujours gardé, je ne suis pas superstitieuse, et je dois faire avec ce qui va être appelé l'au-delà. Une voix qui me parle et qui se définit comme étant un esprit. C'est très compliqué, puisqu'il faut aller voir un psychiatre. Et j'y vais, pour être sûre que je ne suis pas folle. A priori, me dit-il, vous n'êtes pas folle. Et c'est lui qui va voir devant lui ce message que je vais recevoir encore et encore devant lui, parce qu'effectivement, ça va se passer dans le psychiatre, et qui va devoir déchiffrer
Ces papiers où il est question de lui, de son futur, de son passé, de la mort des siens. Lui que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, il va falloir qu'on en arrive là pour qu'il me dise, écoutez, ce n'est plus de mon ressort, vous n'êtes pas plus folle que ça, mais je pense que vous êtes en contact avec quelque chose que je ne peux absolument pas définir. Là où commence votre histoire, finit la mienne, m'a-t-il dit. Et il me laisse repartir, et à l'époque, donc on est en 95, on parle de la mort et on parle des médiums comme étant des gens. Aujourd'hui, on parle beaucoup des médiums. Il y a beaucoup de livres qui sortent. On fait une espèce de coming out assez facile, mais à l'époque, je vous assure que Madame Irma, avec ses encens, ses colifichets, ses prières, moi, elle ne m'attire pas du tout. Mais pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas en parler, qu'on va dîner chez des amis et qu'on voit à table qu'il y a évidemment les amis qui sont là, plus une personne qui n'était pas prévue au début du repas et qui est là au bout de la table. Et cette personne, vous voyez bien qu'elle n'est pas comme les autres parce qu'elle est en 2 dimensions, elle n'est pas en 3D, elle est en 2D. Et elle vous parle. Et elle vous dit, tu diras à Jean-Michel que je suis là hein, et que je l'aime toujours. Et vous, vous êtes à table et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Jean-Michel, qui est un ami depuis longtemps, si vous vous mettez à lui dire « il y a là ton père qui va bien et qui t'embrasse », il est évident que les années d'amitié vont quand même en prendre un coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au début, quand on ne sait pas, on tourne la tête, on dit « non, non, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça ». Et puis vous tournez la tête et le père défunt est là. Et partout où vous tournez la tête, il est là. Et il vous dit « dis-lui ». Mais dis-lui donc. Qu'est-ce que ça te coûte de le dire? Mais qu'est-ce que ça me coûte? Mais ça coûte mon honneur. Mais il ne se rend pas compte. Les morts ne se rendent plus compte de ce que ça veut dire d'être vivant. Quand ils vous demandent d'intervenir et d'aller voir les gens en leur disant « je vois, excusez-moi madame, il y a votre grand-mère qui me dit de vous dire qu'elle va très bien et qu'elle vous embrasse. » Mais comment peut-on faire ça? J'ai quand même un petit ego qui est là et qui ne peut pas le faire. Eh bien non, les morts, ils s'en fichent. Ils vous disent, tu vas le faire. Qu'est-ce que ça te coûte? Il va être soulagé, il va être content, et puis toi, tu seras tranquille. Parce que c'est leur truc. Toi, tu t'attends, ouais, je te fiche la paix. Mais tu lui dis. Ça m'arrive encore, il n'y a pas très longtemps. Je l'ai raconté souvent, c'est là dans le resto. Là, avec un couple à côté. Moi, avec des amis. Monsieur, madame sont en train de dîner, ils ont l'air bien, épanouis, heureux, et tout à coup, une femme arrive, mais une femme en 2 dimensions, et qui me dit « excusez-moi, vous voyez le monsieur là, c'était mon mari. Vous voyez la dame, c'est sa nouvelle femme. Ben oui, c'est un marié, après m'avoir perdu, enfin croit-il. Mais moi, je suis tellement contente qu'il ait pris cette femme, voulez-vous lui dire qu'il soit heureux avec elle? C'est merveilleux, il a trouvé une âme sœur, je suis tellement heureuse pour lui, il culpabilise tellement, pouvez-vous lui dire que je suis heureuse pour lui? Alors inutile de vous dire que la soirée est fichue. Parce que vous dites non, c'est pas le moment. Les amis autour de la table voient que vous n'êtes pas très bien dans votre assiette, c'est le cas de le dire, parce qu'on est au resto, et ils vous disent ça va pas Patricia, t'as pas l'air bien. Et de l'autre côté, il y a la femme qui fait « vous m'entendez? Mais pourquoi vous ne lui dites pas? Mais qu'est-ce que ça vous coûte? Allez lui dire !» Et on ne vous laisse jamais en paix. Jamais. J'ai essayé, hein. Ça peut durer 3 jours. Ils sont partout. Pendant 3 jours, partout où vous allez, ils sont derrière. Dites-le, dites-le. Et alors, vous vous levez, vous allez à la table, et vous allez gâcher la soirée de ces gens, et vous allez gâcher la vôtre. Parce que vous allez dire, excusez-moi monsieur, vous ne me connaissez pas, je sais, vous avez trouvé que je suis folle, mais je suis médium. Alors voilà, je sais que madame est votre épouse, mais j'ai l'autre dame, celle qui était votre épouse du temps de son vivant, qui est là, etc., etc. Évidemment, vous plombez l'ambiance, et ça m'est arrivé tellement de fois. Mais quelque part, quand on me demande de le faire, c'est que ça a son utilité. Et qu'il faut le faire à ce moment-là. Alors, quand on est médium, ce n'est jamais quand on l'attend que ça arrive. C'est toujours quand on ne l'attend pas. On ne vient jamais vous chercher quand vous êtes disponible, en vous levant le matin, en pleine forme, en vous disant « bon, ça y est, ce matin je suis en forme, allez, venez tous, que l'au-delà vienne à ma table, j'attends pour les messages ».
ça ne se passe pas, rien ne se passe. Parce que l'au-delà n'a pas branché sa Wi-Fi. Et là, vous êtes seul, et vous êtes en forme, et vous dites, bon, eh ben, je vais faire autre chose. Et vous partez, vous allez au cinéma, ou vous allez chez des amis, et là, l'au-delà connecte la Wi-Fi au moment où vous êtes occupé à autre chose. Et ils arrivent, et ils vous disent, hé, il faudrait lui dire, excuse-moi, il faudrait lui dire que je suis là. Il s'en met pas, et moi je suis malheureux. Et vous dites, non, mais là, j'ai pas le temps. Mais si, il faut le dire. Et voilà. C'est pour vous dire que ce n'est pas quand on veut, c'est quand ils veulent. Ce n'est pas quand ils veulent, c'est quand ils peuvent. Et que quand on vient me voir en disant, je viens vous voir parce que j'ai perdu mon fils ou ma fille, je dis, d'accord, prenons un café et attendons qu'il se passe quelque chose, mais je ne vous garantis pas qu'il va se passer quelque chose. Tout dépend de la Wi-Fi. C'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a des jours, on est privé de Wi-Fi. Des jours, des jours. Et puis quelquefois, c'est sans arrêt. Compatibilité, fréquence. On est comme une radio, on se branche. Les médiums se branchent comme une radio. Hop, trouvent une espèce de fréquence et puis ils arrivent. Ils viennent vous parler, ils viennent vous raconter. Ça peut être Napoléon, ça peut être même Michu, ça peut être n'importe qui. Ils ont trouvé la fréquence et surtout, ils ont quelque chose à dire. Il est rare qu'ils viennent pour ne rien dire. Parce que c'est une telle difficulté, c'est un tel effort pour eux de venir jusqu'à nous, que de venir pour ne rien dire, c'est trop compliqué. On vient pour dire quelque chose. On vient en tout cas pour dire qu'on est là. Mais il faut savoir faire la différence entre un esprit qui vient vous demander quelque chose, entre quelque chose que vous ressentez qui n'est pas un esprit, parce que la difficulté, c'est que quand vous arrivez dans un endroit, la première chose que ressent un médium, c'est une charge, c'est quelque chose qui va commencer à émettre une information. Et souvent, j'ai l'information et je n'arrive pas à définir ce qu'elle est. Et après, l'information commence à prendre forme. Si c'est un défunt, ou si c'est un esprit en vie, vivant, qui vient vous dire quelque chose, vous avez d'abord l'information. Donc c'est comme une oppression. Et puis après, vous avez l'impression que votre tête tourne, comme, vous savez, dans les états un peu avant l'hypoglycémie. Une espèce de malaise, léger malaise. Et puis ensuite, alors on ressent un caractère. Le caractère est là. La colère, ou bien la joie, ou bien l'exaltation. Donc on ressent une exaltation, une colère. Après on ressent si c'est quelqu'un, un homme ou une femme. Et après on commence à voir se dessiner la personne. Il y a toujours cette échelle quand on capte quelqu'un. Mais on peut très bien aller dans un endroit, arriver dans un endroit, et puis on capte quelque chose. Mais il n'y a personne. On capte la mémoire de l'endroit. La mémoire, c'est comme une bande magnétique qui vous raconte 600 ans, en boucle. C'est insupportable. Ça tourne sans arrêt, blablabla, blablabla. C'est comme si vous faisiez, je sais pas, moi, vous écoutiez une bande magnétique hyper chargée qui tourne à toute vitesse, sans arrêt, jour et nuit. Et donc, quand un endroit est chargé, que la mémoire est là et qu'elle raconte beaucoup de choses en même temps, vous ne pouvez plus savoir de quoi il s'agit, si c'est positif ou négatif. Vous dites, c'est chargé. C'est-à-dire, les murs racontent, l'endroit raconte, quelque chose est resté imprimé ici. Mais pourquoi? Et puis, une fois que vous allez dans la bande magnétique, vous commencez à chercher si la bande magnétique a un événement précis qu'elle voudrait vous raconter. Et on capte, et on ressent, et d'un seul coup, il y a un événement précis qui se dessine dans la mémoire. Ça marche comme ça, un médium. Hein. Et alors là, on se dit, voilà, il y a une mémoire qui est là. Ou elle est lourde, ou elle est légère, ou elle est joyeuse, ou elle est triste. Et puis, il y a les maisons, vous arrivez, on vous dit, cette maison n'est pas bonne car quelqu'un s'y est suicidé. Et moi je dis, et alors? C'est pas parce qu'on se suicide qu'une maison n'est pas bonne, ça n'a rien à voir. On peut très bien mourir dans son lit et allègrement et charger tout autant de la même façon la maison. Et on confond souvent l'âme du défunt avec l'onde qu'il a laissée. Je m'explique. J'arrive dans un endroit où quelqu'un s'est suicidé. Je vais passer à travers l'endroit où il s'est suicidé. Ça ne veut pas dire qu'il est là. Heureusement, il est parti. Souvent, il est en paix. Quelquefois, il est en tourment.
Tout dépend de ce qu'il a envie de vivre, en fait. Hein. C'est un choix, après. Soit de se mettre en paix, soit d'être en tourment. Hein. C'est comme les autres. Les suicidés ne sont pas différents des autres. Mais je vais passer à travers l'endroit où ça s'est passé et je vais ressentir l'endroit. L'onde rémanente, quelque chose qui est rémanent, qui reste là. L'instant est resté enregistré à cet endroit-là. C'est même plus la mémoire de la maison, c'est l'endroit. Et souvent, les gens confondent cette onde rémanente quand on passe à travers un endroit, on dit « Il y a un esprit dans ma maison, venez voir, il est là ». Comme si l'esprit restait là nuit et jour à attendre que tout le monde passe à travers en disant « Oui, ben, il est là ». Non, ce n'est pas l'esprit qui est là. C'est ce qu'il a laissé en faisant quelque chose, en enregistrant un acte à cet endroit précis. L'esprit est parti, mais il a laissé sa présence, comme une empreinte, comme un hologramme. Il n'est pas vivant, il n'est pas intelligent, mais on passe à travers et on le ressent. Alors il y a plusieurs choses dans une maison. Pas forcément, quand on dit hantée, ça ne veut pas dire qu'elle est hantée. Pour moi, une maison hantée, c'est un esprit qui se balade, qui est intelligent, qui peut vous voir ou pas vous voir, mais qui peut refaire des gestes les mêmes pendant 400 ans. Vous savez, ces esprits errants que l'on voit passer, ils ne vous voient même pas. Et souvent, on dit, ils passent, ou là, on voit la belle dame qui descend l'escalier tous les soirs à minuit. Elle refait exactement la même chose, parce qu'elle n'a pas conscience d'être partie. Ce n'est même pas sa mémoire qui défile, c'est elle. Elle a choisi de répéter les gestes qu'elle répétait pendant cette vie, parce que ça lui plaît. Elle ne vous voit même pas. Et puis, il y a des esprits qui sont dans les maisons et qui ont décidé de les habiter, parce que c'est chez eux, parce qu'ils sont là depuis 400 ans, et ils sont revenus après, ils ont dit « moi, je suis chez moi ». Je suis peut-être partie, mais je suis revenue parce que c'est chez moi ici, je m'y sens bien, j'ai des trucs à finir. Voilà. Et ceux-là, c'est très compliqué, parce que souvent, quand on arrive, on les ressent. Vous savez, les maisons, c'est comme des endroits, on les aime pas tout de suite. On se sent chez soi ou on se sent très mal. Rarement les maisons sont neutres. Où on a envie d'y rester, où on a envie d'en partir. Et il y a des maisons, quand on y arrive, on sent qu'il y a quelqu'un qui est là. Et très vite, on va percevoir qu'il n'a pas envie que vous y soyez. Et les gens me disent, pouvez-vous venir nettoyer la maison? Il y a quelqu'un. Et je dis, nettoyer quoi? Nettoyer quoi? Je ne peux pas nettoyer la maison. Une maison, ça ne se nettoie pas. Je peux nettoyer ces fameuses ondes rémanentes, je peux nettoyer des traces dans l'herbe. Je ne peux pas enlever quelqu'un qui y vit depuis 400 ans et qui a fait de cette demeure la sienne parce que vous avez décidé d'y vivre pendant 20 ou 30 ans. Il va falloir trouver le moyen de vivre avec cette personne. C'est ce qui m'est arrivé avec le fameux Marcellus de cette petite maison que j'ai achetée. Et je n'avais absolument pas pensé qu'il pouvait y avoir un esprit dans cette maison. C'est bizarre, les cordonniers, c'est quand même les plus mal chaussés. J'arrive et je ne ressens rien. J'avoue. J'avais tellement envie de la voir que je n'ai rien ressenti. Moi, je commençais à faire mes petits travaux. Je dis oui, on va faire ça, on va faire ça. Sauf que l'autre était là. Et donc, il se dit, mais celle-là, elle est quand même un peu gonflée. J'ai réussi à chasser tout le monde pendant des années. Et elle arrive, elle croit qu'elle va rester. Et donc, c'est très étrange, cette histoire-là. Parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris aussi que, dans le temps, les esprits vivent dans leur temps. C'est-à-dire que, quand un esprit est chez vous, souvent, il n'est pas dans votre réalité. Il reste dans la sienne. Il reste dans son univers. Je me souviens être allée voir des gens dans un château, et quand je suis arrivée dans ce château, je n'y allais pas pour ça, mais j'ai vu un homme qui appartenait au 19e siècle, et étrangement, le salon dans lequel nous étions est devenu un salon d'une toute autre couleur, avec un autre mobilier, et j'en ai parlé à la propriétaire, je dis, je vois un monsieur qui s'appelle Henri, il est là, le papier est bleu, et il m'a dit, oui, c'était mon arrière-grand-père, et c'est le salon qui était là au 19e, fin 19e siècle. Donc ils vivent dans leur réalité. Ça prouve une chose, c'est qu'il n'y a pas de réalité objective. Nous, on a l'impression que cette table est table et que ça, c'est une preuve. Cette table n'est pas une preuve. Cette table-là, dans une maison où vivent des esprits, elle n'existe même pas. Ils passent à travers.
Elle a une réalité pour nous parce qu'elle est matérielle et que nous sommes matériels. C'est bien notre problème d'ailleurs. Notre problème, c'est ça. C'est que nous sommes souvent uniquement matériels. Nous n'arrivons pas à nous dématérialiser 5 minutes. Alors nous sommes convaincus que tout ce qui est matériel est preuve. Comme si c'était une preuve d'être matériel. Ben non. Les atomes, de la vibration densifiée, c'est tout. Ce n'est rien pour un esprit, ce n'est rien pour quelque chose d'immatériel qui vient d'une autre dimension. C'est rien. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de réalité objective, il n'y a qu'une réalité que l'on vit, que l'on s'est créée ici, en utilisant des objets. Il n'y a rien d'objectif. Le fantôme avec qui on discute en disant « Qui es-tu » il vous répond « Moi, je suis un tel. » « De quelle date vis-tu » 1860. Quelle est la couleur du papier? Elle est bleue, moi, elle est rouge. Alors je crois que, puisque ma couleur est rouge, c'est moi qui ai raison. Mais lui me dit, c'est moi qui ai raison. C'est ma matérialité à moi qui est la bonne. Et souvent, la question que je me posais, c'était, bien sûr, moi je vois des gens du passé, des fantômes du passé, mais parce que je sais que c'est du passé, étant donné que je l'ai vu dans les livres, je l'ai vu dans les photos, je l'ai vu dans les films. Mais lui, quand il voit une femme de l'avenir, puisque moi j'appartiens à son avenir, il n'a jamais vécu cet avenir ici, qu'est-ce qu'il voit? Il ne peut pas me voir, puisqu'on ne peut voir que ce que l'on a conçu, que ce que l'on a imaginé. On ne peut pas imaginer un homme du futur, puisque le futur n'existe pas, il n'est pas créé. Le passé, lui, on peut l'imaginer, parce qu'on a des références d'un passé qu'on a créé. Alors je me dis toujours, l'homme du 19e siècle, quand il me voit, il voit une femme du 21e siècle, comment me voit-il? Et je lui pose une question. Comment suis-je? À qui parlez-vous? Et il répond à une boîte. Des croisés avaient répondu cela à un médium. Le médium leur dit, à qui parlez-vous? Les croisés disent, on est avec la boîte magique, on parle et elle répond. C'était le médium qui répondait, mais eux ne voyaient pas le médium. Donc, on ne peut voir que ce que l'on peut concevoir. Et ça pose encore une question sur le temps, ce fameux temps. Souvent, les esprits qui viennent se matérialisent. Devant moi, je vous ai dit, je ressens leur présence, leurs sentiments, puis je sais si ce sont des hommes ou des femmes, et puis je vois un corps, et je les décris. Je vois un homme, il est grand, il est blond, il a un ébusqué. Et la personne me dit, c'est mon père, mais il n'avait pas un ébusqué. Ah bon, pourtant il a un ébusqué. Et le défunt me dit, ah oui, c'est vrai, mais c'est que je ne me souviens plus comment j'étais. Et là, je suis étonnée. Je dis, mais vous ne vous représentez pas objectivement? Il me dit, non, on ne peut pas. Ce n'est plus que du souvenir, notre apparence. On n'est pas une photo. Ce n'est qu'un souvenir. C'est comme si on nous demandait à nous de nous dessiner. C'est compliqué, essayez de vous dessiner. Moi, je ressemblerais plutôt à Casimir, hein, si je devais me dessiner, je vous assure. Je n'ai aucune notion de ce que je représente, de ce que je suis. Ils ne savent pas ce qu'ils sont, donc ils essaient de se rappeler comment ils étaient faits pour pouvoir être reconnus. C'est curieux. Même l'apparence s'oublie. Ils oublient leur apparence. Ça n'a plus aucun... Comme ils disent, ça n'a plus aucune importance, ce qu'on était. Seul, ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on est. Ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils ressentent. Et ce qu'ils ressentent, c'est de l'amour. Ils nous aiment. Comment êtes-vous fait? Je ne sais pas. Je ne suis pas fait, je suis. Mais pourquoi êtes-vous là? Parce que j'aime. Parce qu'il faut que je dise que j'aime. Ça, ce sont pour les défunts qui sont passés et qui ont évolué un tout petit peu. Puis il y a ceux qui sont encore là, qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté. Alors l'âme errante, c'est un petit peu négatif, parce que quelque part, on ne reste pas errant très longtemps. Même si on est errant 7 siècles, c'est pas très longtemps dans la fonction du temps. C'est rien, c'est 3 secondes dans l'univers. On est errant jusqu'au moment où on comprend que c'est plus la peine d'être errant.
Et on est errant quand on n'a pas encore fait le deuil, c'est le cas de le dire, de notre terre, de cette dimension. Parce qu'elle est terriblement difficile, cette expérience terrestre que nous vivons. Ils le disent tous. Qu'est-ce que c'est dur? D'abord, on a un physique. Il faut se lever avec. Il faut le souffrir. Il faut en être tributaire. Soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Soit les autres l'aiment, soit ils ne l'aiment pas. Vous vous rendez compte déjà? Donc on ne va même pas chercher qui vous êtes dedans. On va d'abord regarder ce que vous êtes dehors. Alors que de l'autre côté, on voit ce que vous êtes dedans immédiatement. Ils ne vous regardent pas quand vos défunts viennent. Ils regardent l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin que vous leur disiez « je t'aime, je pense à toi ». Ils le savent, ils sont connectés au disque dur. Directement, ils ont toutes les infos. Souvent, on me dit « mais comment je peux leur parler ? Comment je peux parler à ceux qui sont partis pour leur dire… » Mais c'est pas la peine de leur dire. Vous pensez. Ils sont connectés. Pensez à eux et dites-leur que vous les aimez. Ils vont le voir immédiatement. Ça ne trompe pas. Ils savent exactement ce que vous pensez au moment où vous le pensez. Ils sont connectés. Vous savez ça, la physique quantique a fini par le démontrer que c'était possible. Dans les travaux que j'ai faits avec Massimo Teodorani, ce physicien quantique italien qui travaille donc à la NASA et qui, sur une proposition d'Alexandre Adler, avait accepté de faire un chapitre dans L'invisible et la science. Moi, j'étais un peu inquiète parce que je me suis dit, bon, il n'est pas du tout acquis à la cause. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et en fait, on a travaillé un peu ensemble avec des choses un peu étonnantes qui nous sont arrivées, puisque en voulant discuter avec lui de ce chapitre que nous allions aborder, une chose étonnante est arrivée, non prévue. Je n'avais pas du tout prévu et je n'avais pas du tout envie que ça arrive. Nous étions donc, je vous la raconte, nous étions chez Michel Lafon et nous devions travailler sur l'au-delà et la physique quantique, puisque je lui posais la question « Comment est-il possible que je vois des gens qui sont morts il y a 2 siècles et que j'arrive à parler avec eux ?» Voilà, je demandais sa réflexion de physicien. Et au moment où nous travaillons ensemble, tout à coup, je suis prise d'abord d'un immense froid, et je me mets à trembler, mais à trembler de tout mon être. Et après, une immense angoisse, mais une angoisse que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps, une angoisse que je n'ai jamais ressentie, une angoisse qui ne m'appartient pas, l'angoisse de quelqu'un qui est en train de mourir. Et c'est en moi. Et je commence à trembler, donc tout le monde me regarde autour de la table. Massimo Teodorani, le physicien, me regarde, me dit « mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ?» Je dis « je ne vais pas très bien, je ne vais pas très bien. » Et je demande un papier, un crayon, parce que je sens que la personne qui est là veut parler au physicien. Et il me donne un papier et j'écris. J'écris, mais à l'envers. Le message est en anglais et à l'envers. Il faut le faire. Donc pour le lire, il faut le regarder dans un miroir. Donc je prends le message, nous partons de l'autre côté dans les toilettes, toute l'équipe arrive, j'ai à fond derrière, pour regarder, et le message vient de David Bohm, qui était un physicien qui a travaillé sur la bombe atomique, que je ne connais absolument pas, j'avoue ma grande ignorance sur toutes ces choses-là, et qui parle à Teodorani. Et David Bohm lui dit « Je veux vous mettre en garde. Vous faites une erreur. Vous faites une erreur dans vos recherches. Je vous mets en garde. Ce n'est pas la bonne direction. » Teodorani reste étonné déjà de la forme, parce que message en écriture automatique, à l'envers, c'est déjà très compliqué à l'endroit, mais à l'envers, c'est déjà... c'est pas commun. Et je me suis dit, pourquoi? Et en fait, c'était pour peut-être encore réussir à prouver la chose. C'est-à-dire, voilà, rien n'est facile, rien n'est normal dans ces choses-là, et tout peut être totalement incongru. Et puis, moi, je me sens très très mal, parce que quand on capte de cette manière, c'est très très fatigant, donc je décide de rentrer dans ma chambre d'hôtel. Je prends ma soirée, je vais me remettre un peu de mes émotions, parce que c'est très fatigant, et je laisse toute l'équipe, donc Teodorani, on n'a pas du tout traité le sujet qu'on devait traiter, et Adler, et je pars. Et dans ma chambre d'hôtel, je suis reprise d'une angoisse terrible. Cette angoisse que certaines personnes doivent ressentir au moment de mourir, c'est-à-dire à la fin de l'agonie, quand il faut passer, qu'on n'est pas prêt. Et en fait, c'est ça. Je ressens que je suis en train de mourir, mais je ne suis pas prête. Et je comprends encore que c'est David Bohm qui est là et qui vient me dire autre chose. Et là, il vient
Et j'ai compris après que cet homme était mort dans un taxi à New York, brutalement d'une crise cardiaque, et qu'il n'a pas été du tout préparé à sa mort, et qu'il n'en était encore a priori pas remis, bizarrement, parce qu'il n'avait pas fini de dire des choses qu'il avait trouvées. Et là, il trouvait l'occasion, et il arrivait avec beaucoup de difficultés pour pouvoir parler à un physicien qui le connaissait et qui travaillait sur certains de ses projets. Et il vient me voir la nuit, et moi je suis angoissée, et je lui demande de me protéger, de ne pas m'imposer sa torture, ne pas m'imposer son mal-être. Et il s'excuse, il me dit je suis désolée, mais j'ai tellement besoin de parler, j'ai tellement besoin de parler. Et là il me dit prenez un papier, un crayon, écrivez ce que j'ai à vous dire, c'est important, il faut le dire à Théodorani demain. Et j'écris des choses, et je note 2 équations. Ne me demandez pas si je suis bonne en physique, j'étais nullissime, donc une équation physique en écriture automatique, c'est absolument impossible. Et 2 équations que je ne comprends pas. Suite à ça, je m'endors. Et le lendemain matin, je descends au petit déjeuner. Massimo Théodorani, nous étions dans un hôtel, est déjà attablé, et je viens le voir, et je dis « Excusez-moi Massimo, mais j'ai quelque chose à vous remettre. » Voilà. Il me regarde effaré parce que la veille, ce qu'il avait vécu, l'avait un peu perturbé. Et là, je lui dis, voilà ce que j'ai noté, mais je ne comprends rien. Et il regarde, il me dit, oui. Oui. Et tout à coup, il fait, oh, my God, oui, c'est incroyable. Il se lève et il me dit, il faut que je sorte, c'est incroyable, c'est incroyable. Et il sort. Je reste seule à ma table et Alexandre Adler revient et me dit « ça va bien, Théodorani n'est pas là ». Je dis « il vient de sortir » et je lui explique ce qui s'est passé. Et Théodorani revient et me dit « les 2 équations correspondent à des formules que je cherche depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je les cherche et je vais devoir réorienter tout mon travail. Merci ». Et ensuite, il me dit « tout a été bouleversé dans mes croyances, dans ma façon de voir les choses et la médiumnité. » Et puis, nous avons travaillé par la suite sur le chapitre. Et là, dans le chapitre, il me dit, et j'ai trouvé ça très très beau, il me parle des particules. La physique quantique parle des particules. Nous sommes des particules. Et la physique quantique démontre que quand 2 particules sont, on va dire, en intrication, sont fusionnelles, et qu'elles vivent un parcours ensemble, qu'elles évoluent ensemble, si on les sépare, même par des années-lumière, elles continuent de communiquer entre elles. Et il dit, ce qui est bon pour les particules est bon pour les humains. On peut imaginer que des gens qui ont vécu ensemble et se sont aimés, si on les sépare, ils continuent, et donc par la mort, ils continuent de communiquer ensemble. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que c'est un début. On est dans les tout débuts. Il faudra 2 siècles pour qu'un jour on reconnaisse que la médiumnité, parler avec les morts est normal. Un jour, tout le monde le fera. Tout le monde aura fait son coming out. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux. Enfin, moi, je le suis depuis 20 ans. Mais moi, je rencontre plein de gens qui me disent « ça y est, je soigne avec les mains, je communique avec les morts, j'ai l'écriture automatique, je fais du reiki ». Mais tout le monde y vient. Tout le monde se rend compte qu'il a des possibilités d'être en communication avec ceux qui sont partis. Et que non seulement ils sont en communication, mais que ceux qui sont partis les aident à vivre. Ils font le rôle d'anges gardiens. Les anges gardiens. C'est eux les anges gardiens. C'est ceux qui partent et qui reviennent pour nous donner un coup de main. Pour nous dire, on va t'aider, t'inquiète pas. Demande. Demande. Il ne faut pas oublier qu'il faut demander. Quelquefois, ça fait du bien de demander. Les coups de main sont là. Les signes arrivent très vite. La légèreté s'installe immédiatement. Combien d'entre vous l'ont vécu, ça? Ces aides incroyables. Ces coups de main incroyables. Vous savez, j'ai appris une chose. La vie est cruelle. Le destin peut être extrêmement cruel. Perdre quelqu'un, c'est très dur. J'en sais quelque chose, tout comme vous sans doute. Avoir un accident qui nous laisse dans un fauteuil roulant, c'est très dur aussi. Naître avec une maladie qui va vous handicaper toute votre vie, c'est très dur. Avoir des maladies auto-immunes, des maladies handicapantes, des maladies dégénératives, c'est très dur.
Mais j'ai appris une chose, c'est que de l'autre côté, rien n'est considéré comme une punition. On n'est jamais puni. Nous, on prend ça comme une punition, et c'est normal. Quand on va être mal toute sa vie, il est normal de dire « je suis puni, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Il n'y a pas. On n'a rien fait. On a choisi. Aïe. Je sais que quand je dis ça, je vais m'attirer des foudres en disant « elle est folle ». Est-ce que moi j'ai choisi d'avoir une maladie auto-immune? Est-ce que moi j'ai choisi d'être dans un fauteuil roulant? Est-ce que moi j'ai choisi... Vous avez passé un pacte un jour. Vous n'avez pas choisi comme ça. Vous avez juste passé un pacte un jour en disant « si je m'éloigne, rapprochez-moi de mon destin. Faites-moi comprendre par tous les moyens ce que j'ai à faire. » Quand en 95, je suis réveillée cette nuit-là par la voix qui me dit « prends un papier écrit » et que je demande par la suite « pourquoi? Pourquoi c'est arrivé cette chose-là? Mais moi, j'ai rien demandé. Mais moi, je ne suis pas médium, je n'ai pas envie. Ça ne m'intéresse pas. » On m'a dit « tu nous l'avais dit, tu nous avais demandé. Et tu nous avais dit « si jamais je m'éloigne de mon destin, je vous demande de m'en rapprocher de façon radicale. » Ils l'ont fait. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils m'ont dit, on a attendu, tu n'arrivais toujours pas, tu n'écoutais pas, tu ne t'écoutais pas. Il a fallu qu'on arrive d'une manière plus radicale. Ton fils était né, tu avais tout ce que tu voulais, il était temps de changer de vie. Tu t'étais assez occupé de ta petite personne, il était temps de regarder un peu les autres. Ah oui, et puis d'être ce qu'on t'a demandé d'être. C'est-à-dire de passer les messages, de donner un coup de main. Ah bon? Mais moi, je m'en souviens pas. Ah non, on s'en souvient pas. C'est comme ça. Mais on l'a fait. Mais alors, on a un destin. Ça veut dire qu'on ne peut pas choisir. Si, bien sûr qu'on peut choisir. Il y a des choses que l'on peut choisir, il y a des choses qui sont inéluctables. Il y a des étapes que l'on doit vivre absolument et puis d'autres que l'on peut vivre comme on veut. On a le choix. Mais on a passé un contrat et on a demandé à ne pas rater ce passage. Il y en a qui le ratent. Il y en a qui le ratent. Mais les tragédies, on m'a expliqué ça, parce que moi je suis extrêmement émotive, et les tragédies m'affectent énormément, comme vous tous. Et de l'autre côté, ils ne comprennent pas bien que je sois affectée. Parce qu'on m'explique que quelqu'un qui vit une tragédie, c'est quelqu'un qui s'est proposé pour changer les choses autour de lui. C'est-à-dire que, par exemple, notre mort modifie la perception de notre entourage. Il y a des entourages qui ne seraient jamais arrivés à la spiritualité dont ils font preuve s'ils n'avaient pas eu de mort dans leur famille. On est obligé de passer par ces épreuves. On choisit avant. On se met d'accord avec ceux qui vont partir avant de venir. Avant de venir. Ah, vous allez dire, ah bon? Parce qu'en plus, on choisit de venir. Vous voyez, on choisit les parents, on choisit nos bourreaux, on choisit les gens qu'on adore, on choisit les gens qui vont nous agacer, qui vont nous embêter, parce qu'on n'est pas obligé de vivre avec toute notre vie. On choisit les gens pour essayer de résoudre des choses qu'on n'est pas parvenu à résoudre ailleurs et quelque part. Ou, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai eu un épisode qui m'a beaucoup troublée. C'est une dame qui habite du côté de Châteauroux et qui me dit qu'elle a son petit-fils de 7 ans qui a dit à ses parents, peut-être à l'âge de 4-5 ans, « Vous savez, aujourd'hui je suis moi, mais il n'y a pas longtemps, je manipulais le cerveau de Pierre Brossard. » C'est-à-dire, oui, parce que maintenant je suis là. Mais moi j'étais Pierre Brossard avant. Et puis un jour, eh bien, quand son corps est mort, il a bien fallu que je trouve un autre ventre pour naître. Et j'ai trouvé le ventre de maman. La famille a été extrêmement choquée par ces paroles parce qu'ils ne voyaient pas très bien comment cet enfant pouvait penser à ces choses-là. C'est une famille qui n'est pas du tout là-dedans, pas du tout branchée. Ils ont essayé de trouver s'il y avait eu des choses à la télé, pas du tout, ils ne regardent pas. Hein. Et cet enfant, aujourd'hui, il est plus grand, il continue de le dire,
il oublie de plus en plus, mais il continue de dire qu'il était quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'il a dit « j'ai choisi maman ». Et heureusement qu'elle était là, pour que je revienne. C'est extrêmement troublant. Alors vous allez me dire la réincarnation? Oui et non. Peut-être. Certains choisissent de revenir ici. Mais peut-être pas. Il y a peut-être d'autres mondes. Réincarnation ou pas, c'est pas le problème en fait. L'important c'est ce que nous sommes, ce que nous avons choisi d'être, ce que nous avons choisi de vivre, et les gens qu'on a choisis pour nous entourer, les gens qu'on aime. C'est quand même ça le plus important. C'est quand même les gens qu'on aime dans notre vie, même si on est embêté par des gens qui ne nous aiment pas. Ce qui est important, c'est quand même les gens qu'on aime. C'est eux qu'on va pleurer, c'est avec eux qu'on est bien. C'est eux qu'on a hâte ou de rencontrer ou avec qui on a hâte de vivre. On ne vient que pour ça. Et puis vivre avec les autres. Et on nous dit, la vie, c'est comme un immense scénario où vous faites rentrer des personnages et vous en faites sortir d'autres. On choisit notre vie, on choisit notre existence tous les jours, on n'est pas obligé de subir. Bien sûr, il y a des choses qu'on est obligé de subir, mais il y a des moyens de faire avec. Des moyens de faire avec. Tout ça pour vous dire que tout ce que nous vivons, ce que nous sommes à l'intérieur de nous, mais c'est tellement immense. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Vous croyez que vous êtes uniquement ce que vous voyez dans le miroir, ou ce que les gens disent de vous, et encore, il n'y en a pas un qui va dire la même chose de vous. Et puis vous allez grandir en vous disant, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas qu'on nous voit comme ça. Et vous allez essayer de vous frustrer, parce que votre éducation vous demande de ne pas dire des choses, de ne pas les vivre. Mais en fin de compte, vous ne savez même pas qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire. Vous avez des dons incroyables, on a tous des capacités incroyables. Capacité de guérir, on l'a tous. On n'a pas trouvé encore la formule, on la cherche, parce qu'il y a des gens qui sont convaincus qu'ils ne pourront pas guérir. Donc ils ne cherchent pas. Quand je dis chercher, ce n'est pas avec la tête, ce n'est pas avec le mental. Le mental, évidemment, il n'a aucune importance. Le mental, c'est la boucle qui vous empoisonne la vie du matin au soir. Je n'en parle même pas de celui-là. Je parle de vous, votre âme. Pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai ça? Quelle est la partie de mon corps qui est malade? Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Mon corps, il a pris le relais de quoi? De quelque chose que je n'ai pas entendu. Mais je vais essayer d'entendre. Puis je vais aller chercher le moyen d'aller mieux. Mais il faut aller plonger à l'intérieur. Or, les gens ont peur d'eux-mêmes. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'aller savoir ce qu'ils sont. Ça fait peur de savoir ce qu'on est au fond. On a peur de découvrir des petits diables, des petits lutins, des petites choses qui nous dérangent. On préfère être dans les faux-semblants, moins dérangeant que d'aller au fond de soi. On n'a plus le choix. À partir de maintenant, si vous n'allez pas au fond de vous-même, si vous ne cherchez pas à savoir qui vous êtes et comment vous allez vous en sortir dans les années qui viennent, ça va aller très très mal pour vous. Parce que vous avez toutes les solutions. Quand j'appelle mon bouquin « N'ayez pas peur de la vie », je n'ai pas dit « N'ayez pas peur de la mort » parce que je sais que personne n'a peur au fond de mourir. On a peur de la mort. La mort fait peur. Mais tout le monde meurt. Mais c'est la vie qui fait plus peur que la mort. Se lever tous les matins. L'angoisse de la vie. Combien de gens me disent « Je suis angoissé. Oh, je suis anxieux, je suis angoissé. Oh là là, mon Dieu. Dès que je prends ma voiture, je suis angoissé. Dès que je vais bosser, je suis angoissé. Dès que je vais... » C'est la peur de la vie. Mais c'est la vie qui est importante. La mort, une fois que c'est fini, c'est pas grave. On passe et on continue. On continue ailleurs. On continue toujours. On est de toute éternité. C'est la vie qui est importante. Chaque geste que vous allez faire dans cette vie, à chaque instant, à chaque seconde, c'est important. Ne perdez pas votre temps à anticiper, à regarder plus loin. C'est ce que vous vivez à chaque instant qui est important. Ça ne revient pas. Ça ne revient jamais. Et vous croyez que vous êtes seul? Mais si vous saviez ce que vous êtes entouré, si vous avez le nombre de personnes. Tout à l'heure, je suis arrivée, même dans ce cinéma, il y avait déjà des gens de l'autre côté qui étaient là. Il y en a plein qui attendaient. Ils vous attendaient sans doute. M'attendaient peut-être pour donner des messages tout à l'heure, je ne sais pas. On n'est jamais seul.
on a toujours besoin d'un petit coup de main. Et on a toujours des gens à côté pour nous le donner. Il faut juste demander. Alors ça paraît bête de dire, vous ne pouvez pas m'aider s'il vous plaît. Mais une fois qu'on a émis la pensée qui devient une espèce de force, je vous assure que vous recevez la réponse. Vous n'êtes jamais seul. Et tout ce que vous allez faire est important. Chaque seconde de votre vie, c'est vous qui devez la choisir. Ça ne revient pas, vous êtes là pour vivre une expérience unique, parce que vous êtes des êtres uniques. Vous avez établi votre scénario, vous avez écrit votre vie avant de venir. Vous avez écrit le plan A, le plan B, le plan C, vous activez ce que vous voulez vivre. Vous faites rentrer les personnages, vous en quittez d'autres. Et puis vous sentez quand quelque chose est fini, vous dites « Ah, je sens que c'est terminé. Ah, je sens qu'il faut que je parte de là. Ah, je sens qu'avec lui c'est fini. Ah, je sens qu'avec elle c'est terminé. » Vous le sentez parce que dans le scénario, vous avez déjà mis fin. Et vous changez. Vous activez votre scénario de vie. Pourquoi? C'est pas pour remplir du temps, c'est pour évoluer. Et évoluer, c'est quoi? C'est se sentir mieux de jour en jour. Évoluer, c'est se sentir mieux de jour en jour. C'est faire fi des colères, c'est faire fi de la jalousie, c'est faire fi de l'envie, c'est faire fi du bas instinct, de la peur de l'autre. C'est ça, évoluer. C'est d'avancer en se disant, chaque matin quand on se lève, « Ah, je me sens pas mal aujourd'hui. C'est drôle, j'ai envie de faire plein de trucs. » Parce qu'on se sent entouré, parce qu'on se sent aidé, même si on n'a pas un langage perpétuel avec les morts. Ne croyez pas que je parle avec les morts tous les jours. Mais je sens qu'ils sont tout le temps là. Qu'ils débroussaillent, qu'ils me disent tu dois aller par là, qu'ils ouvrent des portes, qu'ils m'empêchent d'aller là. C'est comme ça qu'on vit. Et c'est ce qu'on vous demande de vivre. C'est une sublime histoire que vous vivez. C'est un film qu'aucun producteur n'aura idée de faire, votre vie. Vivez-le bien. Faites de la grosse production. Ça vaut le coup, je vous assure. Nous ne sommes jamais seuls. Jamais. Nos défunts sont là. Toujours. À 2 pas. Ils partent, ils peuvent aller très loin. Mais ils sont comme les 2 particules dont parlait Massimo Teodorani. Ils sont constamment en communication. Ils sont reliés. C'est pas qu'ils sont là à côté de vous ou ils sont loin, ils sont reliés. Donc ils seront toujours là. À n'importe quel moment, ils sont là. Maintenant, si vous pensez qu'avoir un défunt à côté de soi, c'est d'avoir quelqu'un avec qui on va avoir une conversation pendant 1 heure, pas forcément. Pas forcément. Parce que pour eux, revenir, se matérialiser, parler, c'est très compliqué. Ça demande une énergie phénoménale, et à eux et aux médiums d'ailleurs. C'est très compliqué. Quelquefois, ils ne savent même pas ce qu'ils vont vous dire. Ce n'est même pas intéressant. Il faut juste que vous sentiez qu'ils sont là. Les sentir vraiment là. Avoir cette sensation. Ce truc qu'on avait quand ils étaient vivants. Se dire, oui, c'est lui, c'est elle. Il est là. Voilà. C'est suffisant. Ça s'appelle l'amour. Il n'y a pas besoin de paroles. De toute façon, je vais vous dire une chose. Tout ce qu'on peut traduire de l'au-delà, une fois que c'est dit avec nos mots ici, ça perd tellement de sa superbe. Parce que de l'autre côté, c'est tellement fort. C'est indicible. C'est phénoménal. L'amour de l'autre côté, c'est un truc que vous ne pouvez même pas imaginer. Demandez à ceux qui ont fait une NDE, une expérience aux frontières de la mort. Demandez-leur ce qu'ils ont ressenti quand ils ont retrouvé les leurs dans cette extension de conscience. Ils ont été dans un état d'amour que quand ils vous en parlent, ils pleurent encore. Ils pleurent encore. Je vais vous dire une chose, je vais raconter une anecdote, puis après je vous laisserai la parole. Parce que je pense que sinon je vais parler toute la nuit et je pense que j'en aurai marre vite avant. Mon père est mort en avril de l'année dernière, mais 1 an auparavant. Je suis appelée, mon fils est avec lui. Mon père était un vieux monsieur. Mon fils est avec lui, il était dans une résidence-service, et un après-midi, je suis au travail, et mon fils m'appelle au téléphone, et me dit « Maman, viens vite, le grand-père vient de mourir devant moi. » Il s'est écroulé. Et j'accours immédiatement, je vais voir ma direction, je prends ma voiture, il me fallait 1/4 d'heure, 20 minutes pour me rendre à la résidence de mon père. Je préviens mon frère, j'arrive, je monte les escaliers, et il y a là les gens du SAMU qui viennent de remballer le matériel, le certificat qui est sur la table par l'infirmière qui pourrait être donc le certificat pour reconnaître évidemment le décès, etc. Et on me dit toutes nos condoléances, et mon père est allongé sur une civière, ça fait donc 1/2 heure que mon père est mort, officiellement. Et j'arrive,
près de lui, et je lui touche la main, et je dis, alors mon pauvre papa, ça y est, t'es parti. Et au moment où je lui touche la main, mon père se réveille, il fait avec une immense inspiration, et il se réveille. Évidemment, je ne vous dis pas la tête des ambulanciers, la tête du médecin du SAMU, c'est indicible. Parce que la première chose qu'ils ont dit, c'est il y a une demi-heure, donc forcément, ça va pas le faire. Et ils s'approchent de lui et disent, monsieur, est-ce que vous nous entendez? Et mon père dit, mais écoutez, criez pas si fort, je suis pas sourd. Levez la main gauche, levez la main droite. Il dit, vous allez me faire combien de trucs comme ça, là? Parce que j'ai fini, il dit, de jouer à ça, dit mon père. Donc il est dans un état totalement bien. Et on me dit, bah écoutez, non seulement on part pas à la morgue, mais on part à l'hôpital, du coup on va aller de l'autre côté, et puis vous le récupérez ce soir. Le soir, mon père, évidemment, avait un caractère particulier, donc il faisait du tintouin pour sortir, parce qu'il était en forme. Il voulait sortir de l'hôpital. Et il ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que personne ne lui a dit, mais voilà, il s'est passé que vous êtes mort et que vous êtes revenu d'entre les morts. On ne savait pas trop, en fin de compte. Et quand je le vois, donc le lendemain, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un malaise. J'ai dit, oui, tu as eu un malaise. Ah, il me dit, c'est bizarre, parce que pendant le malaise, figure-toi que j'ai vu mon père, mon grand-père qui est mort il y a 40 ans. Et lui, il dit, j'ai vu mon père, mais il dit, si tu savais... Comme c'était étrange, mon père était un matérialiste absolu, pas du tout branché dans ces choses-là, mais pas du tout. Hein. D'ailleurs, je ne l'avais jamais dit, jusqu'au premier bouquin, il ne savait pas du tout que j'étais là-dedans. Il me dit, c'était étrange parce que mon père, je l'ai vu comme je te vois, et j'ai entendu sa voix que je n'avais plus entendue depuis 40 ans. Tu sais, sa voix, il me dit, il avait une voix particulière, il m'a parlé, et puis il m'a mis sa main, il a pris ma main dans la sienne, et il m'a dit, tu sais mon petit gars, c'est pas le moment encore, mais de toute façon, quand ça va être le moment, je serai là. Et avec ta mère, on va t'accompagner. Et mon père se met à pleurer en me racontant ça. Je lui dis, papa, tu pleures, mais pourquoi tu pleures? Il me dit, parce qu'il était là, et si tu savais comme c'était. Il dit, je ne peux pas te dire, je pleure parce qu'il y avait tellement d'amour que j'ai plus de mots, sauf des larmes. Venant de mon père, je vous assure que c'était pas pensable. Mon père jamais disait des choses comme ça. Il me dit, il n'y a plus de mots, sauf des larmes, pour te dire l'amour qui se dégageait de mon père. Ça m'a laissé, mais bon, après, on va lui apprendre, un jour, un médecin va lui apprendre qu'il effectivement était considéré comme mort et qu'il est revenu d'on ne sait où, d'on ne sait où, pardon. Et il me dit cette chose incroyable, il me dit, mais alors, il n'y a que moi qui ne savais pas que j'étais mort, en fait. Tout le monde savait que j'étais mort, sauf moi. Alors, c'est quoi cette histoire? On ne me l'a jamais dit. Et donc, voilà. Et puis, il est mort un an après, là, vraiment. Quoi qu'on s'est méfié, on a attendu un petit peu quand même, parce qu'on s'est dit il pourrait nous refaire le coup 2 fois, mais non. Et bien, j'en parle avec joie et sérénité parce que, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de joie là-dedans, beaucoup d'amour, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de... D'ailleurs, quand mon père est mort, j'étais à côté de lui et je vous assure que j'ai senti qu'il était parti vite, parti à toute vitesse, accueilli, accompagné, quelque chose de rapide, comme ma mère d'ailleurs, ma mère est partie très vite, et ma mère est partie tellement vite, était tellement libérée elle avait fait un AVC qui l'avait laissée vraiment très handicapée, et elle était tellement libérée qu'elle m'est réapparue 2 jours après, mais elle avait 14 ans. Parce que les morts réapparaissent souvent à l'âge qu'ils aimaient, et non pas tels qu'ils étaient. Vous ne verrez jamais un mort arriver vieillard. C'est rare, on les voit plus jeunes. On les reconnaît, mais aussi plus jeunes. Trentaine, petite trentaine, ma mère elle était beaucoup plus jeune. Là où ils sont en pleine possession de leurs moyens, ma mère elle était joyeuse, elle avait envie de jouer, c'était la petite fille qu'elle était en fait. Et il y a beaucoup de joie là-dedans. En fin de compte, nous, on considère la mort comme une chose, et on la considère, bien sûr, quand on perd les gens que l'on aime, c'est très dur, et il faut prendre le temps Et puis tout dépend des circonstances aussi. Quand ce sont des personnes âgées qui partent sereinement, ça, quand ce sont des enfants, c'est absolument insupportable. Et il nous faut du temps pour comprendre que tout cela fait partie d'un dessin, une espèce de scénario, dont on va comprendre on va comprendre les dessins, on va comprendre les buts. Un jour, on comprend pourquoi. Que rien n'est au hasard. Que les gens partent parce que c'est un moment. D'ailleurs, ils le disent, hein, je suis partie parce que c'était le moment. Et on comprend que tout ce qui va en découdre, tout ce qui va en découler,
eh ben c'est lié à ce besoin que nous avons d'évoluer. C'est jamais un hasard. La mort n'est pas triste. La mort est un passage obligé, un passage absolu, un passage où on est accompagné, si on a envie. Si on a envie. Tout dépend évidemment de ce qu'on a envie de faire. Si on a envie de partir, il y en a qui ont envie de rester encore un peu. Ils restent à la maison, ils restent là, ils ont besoin de s'asseoir dans leur fauteuil, ils ne peuvent pas laisser comme ça. Et puis un jour ils partent, parce que c'est le moment. On dit oui, il faut faire passer les gens. Ils partent de toute façon. Ils partent de toute manière. Il y a un moment où ils partent. Mais tout ça n'est pas dramatique. Tout ça existe depuis le début des temps. Après nous, il y en aura encore d'autres qui diront la même chose dans 3 siècles. Ils continueront de dire. Mais dans 3 siècles, je pense que ça aura évolué parce qu'on aura accepté beaucoup plus. Et on aura tellement travaillé sur le sujet qu'on aura les preuves de la survie de l'âme. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques petites preuves, quelques petites possibilités chez les scientifiques. Un jour, ce sera... Et puis avec le temps qui s'accélère, un jour, ils seront là. Ils mourront et on les verra tout de suite. Ça sera tellement rapide qu'ils seront là, avec nous, en même temps. Tout évolue. La vie est une chance extraordinaire. Il ne faut pas nier que c'est une chance extraordinaire. Qui que l'on soit, quelle que soit notre destinée, quelle que soit la famille d'où on vient, quelle que soit l'étoile sous laquelle on est né, c'est une chance extraordinaire. Il ne faut pas la rater, il ne faut pas la gâcher. Voilà, moi j'en ai fini pour ce que j'avais à vous dire. J'aurai encore 1000 choses à vous dire, mais il faut être sage. Maintenant, j'ai envie de vous laisser la parole et de vous permettre peut-être d'échanger et de poser vos questions et peut-être de raconter des choses aussi, parce qu'on est là pour ça. Merci à vous.